Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, Aïdkom Mabrouk et Snin Daïma. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Centre arabe des recherches et de l'étude des politiques Tunis pour cette conférence internationale intitulée Le droit international à l'épreuve des injustices, usages, effets et contestations politiques. Dans un contexte mondial marqué par de profondes recompositions, où les tensions géopolitiques, les inégalités sociales et les crises politiques se multiplient, il apparaît essentiel de réinterroger le rôle du droit international. Cette rencontre se propose précisément d'examiner ces usages contemporains, d'analyser les effets qu'il produit dans des contextes variés, mais aussi de comprendre les formes de contestation qu'il suscite, révélatrices des limites et des ambiguïtés de cet ordre juridique. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir pour cette conférence le professeur Jérôme Heurtaud, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, dont les travaux en sciences politiques portent sur les transformations politiques dans divers contextes internationaux. Son intervention apportera un éclairage précieux sur les dynamiques actuelles du droit international et leurs implications politiques. La discussion sera modérée par Madame Fatma Rarache, professeure de droit public à l'Université de Tunis, spécialiste reconnue des normes juridiques et de leurs usages dans les systèmes institutionnels contemporains. Nous avons également le plaisir d'annoncer que cette conférence est diffusée en direct sur notre page Facebook du Centre, permettant ainsi à un public élargi de suivre et de participer à cette réflexion. Nous espérons que cette conférence constituera un espace de réflexion critique et d'échange fructueux à la hauteur des enjeux soulevés. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente conférence. Merci. Bonjour, je vous remercie énormément, chère madame. Donc d'abord, je voudrais accueillir le public du Carême, le remercier de s'être déplacé aujourd'hui. On sait qu'il s'agit des vacances universitaires actuellement et on vient de célébrer l'Aïd. Donc je vous remercie d'avoir pris la peine de se déplacer pour assister à notre conférence aujourd'hui. Donc permettez-moi de présenter donc notre conférencier, donc professeur Jérôme Heurtaud, politiste. Il est maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, membre de l'Observatoire des atteintes à la liberté académique. Il a également été chercheur de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, l'IRMC, à Tunis de 2013 à 2017. Puis, il était également directeur du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague de 2018 à 2022. Ses recherches portent principalement sur la sociologie politique comparée des changements de régime, en particulier en Pologne post-communiste et en Tunisie après 2010. Il a publié plusieurs ouvrages, dont La démocratie par le droit, Pologne 1989-2016, aux presses des sciences politiques en 2017, Comment le communisme s'est-il effondré chez Codex en 2019 et Pensée captive, répression et défense des libertés académiques en Europe centrale et orientale et au-delà, donc chez les éditions Codex en 2024, et il vient de publier Le droit international est-il mort à Gaza aux éditions Rive Neuve en 2025. Donc, c'est surtout en relation avec la dernière thématique que l'intervention d'aujourd'hui de Monsieur Heurtaud va s'intéresser. Donc, je lui donne la parole et je vous invite à bien suivre donc la conférence pour pouvoir participer par la suite à travers les questions que vous allez poser. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, chers collègues. Et merci au CAREP et à son directeur Mehdi Mabrouk, ainsi qu'à Rania Chebi pour leur invitation, qui m'honore. Donc merci vraiment de m'inviter à introduire cet échange sur le droit international dans le contexte très particulier que nous connaissons, à l'heure donc de l'agression de l'Iran par les États-Unis et Israël, à l'heure aussi de l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui remonte, comme vous savez, à 2022, voire à 2014, si l'on inclut la prise de la Crimée. Donc je prends ici, pour lancer le débat, deux exemples majeurs parmi une foultitude de violations du droit international.
qui pose la question de l'efficacité, voire de la légitimité du droit international. Et cette question, elle s'est invitée en France, dans d'autres pays européens, et bien plus largement encore dans le débat public, dans les discussions politiques. Le droit international est même devenu un sujet de plaisanterie. Quelques jours après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis, donc Nicolas Maduro, le président du Venezuela, un humoriste français, Mathieu Madénian, s'est adressé dans une vidéo à des étudiants fictifs en droit international, peut-être vos étudiants, leur conseillant d'arrêter et de passer à autre chose. Il leur a dit « faites du latin ». Faites du latin. Le latin, c'est déjà mort. Donc, ça ne peut pas être décevant. L'accumulation des mauvaises nouvelles, du Venezuela à l'Ukraine, de Gaza au Liban, renforce en effet une thèse très en vogue, un petit peu partout, d'une mort brutale, voire d'une disparition définitive du droit international, qui serait mort et enterré faute d'être respecté par les puissants d'aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la plaisanterie que serait le droit international a trop duré ? Alors c'est la question un peu provocatrice à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui. Alors non pas en tant que juriste, donc non pas en présentant des analyses doctes basées sur une compétence ancienne du droit international, mais à partir des observations d'un politiste qui est familier des approches donc sociologiques du droit, l'approche des sciences sociales du droit. C'est une approche qui se distingue de l'approche juridique ou juridiste du droit par le fait que, en tant que politiste ou chercheur en sciences sociales, on est attentif au processus de formation du droit, mais aussi aux usages politiques qui sont faits du droit, usages politiques, usages sociaux, et enfin, et j'y viendrai tout à l'heure en détail, aux effets non juridiques du droit. Mais je crois que c'est important de souligner ces effets non juridiques du droit. Alors je m'appuierai, c'est vrai, en grande partie sur l'ouvrage que les éditions Codex ont publié récemment et dont je suis l'auteur, et qui est Le droit international est-il mort à Gaza ? Mais pas seulement pour justement essayer de vous proposer une réflexion plus comparée. Alors, la thèse que je souhaite développer sous forme de remarques et d'arguments, plus que sous la forme d'une thèse assurée et définitive, parce que nous vivons un moment de l'histoire où au fond, personne ne peut à la fois avoir la distance suffisante pour analyser ce moment particulier que nous vivons, et puis il nous manque du recul, évidemment, pour pouvoir établir des perspectives. Enfin, la thèse que je souhaite développer est la suivante. Le droit international est certes, dans le monde actuel, piétiné, j'allais dire sans vergogne, par les acteurs les plus puissants de l'ordre ou du désordre international d'aujourd'hui. Mais ce constat doit être nuancé par le fait que le droit n'est pas si inutile, voire si impuissant que cela, à la condition de le regarder autrement, de changer peut-être de lunettes ou de modifier la perspective habituelle. Et j'essaierai de montrer, ou en tout cas d'insister, d'argumenter pour dire que le droit international, en fait, n'a jamais paru autant nécessaire qu'aujourd'hui. Alors d'abord, quelques éléments sur ce piétinement du droit, dont le constat est évident et édifiant. Alors de quoi je parle ici? Du droit international public en particulier, et du moins la partie de ce droit international public qui traite de la paix et de la guerre. Je fais référence ici à différentes normes en fait de droit. D'abord le droit à la guerre, ce que en latin on qualifiait le jus ad bellum, le droit à la guerre, c'est-à-dire qui autorise à l'usage de la force, ou qui contient, qui empêche, qui interdit l'usage de la force, règles qui sont essentiellement contenues dans la Charte des Nations Unies. Et puis le droit dans la guerre, le jus in bello, qui est composé de normes très nombreuses. Alors, on connaît les conventions de La Haye, on connaît les conventions de Genève, que le grand public connaît les conventions de Genève. Au fond, c'est ce qu'on appelle aussi le droit international humanitaire ou le droit des conflits armés, qui encadre non pas le droit à la guerre, mais qui encadre la pratique même de la guerre, et qui, par exemple, protège les civils.
Et puis, il faut ajouter à ces deux branches du droit, le droit international des droits humains, qui s'applique en dehors même des conflits, mais aussi pendant les conflits, et puis le droit international pénal. Donc, c'est de ces branches du droit, si vous voulez, que je vais parler. Alors, un constat s'impose aujourd'hui, tant les normes qui déterminent le droit à la guerre que le droit dans la guerre sont régulièrement et outrageusement violées par les États belligérants. Je vais donner quelques exemples. D'abord, un exemple manifeste, contemporain, de violation du droit à la guerre, donc des règles du recours à la force. Le cas le plus récent, c'est bien évidemment l'opération américano-israélienne qui s'appelle Fury Epic en Iran. Opération qui est toujours en cours à l'heure où je vous parle, et qui est justifiée par les deux pays alliés par ce qu'ils appellent la légitime défense en particulier d'Israël, menée au nom d'une guerre qu'ils qualifient de juste, dans une logique qui est présentée comme préventive, c'est-à-dire en cas de menace imminente, voire préemptive, c'est-à-dire en cas de menace plus indirecte. Alors, si le principe de légitime défense existe bien dans la Charte des Nations Unies, à l'article 51, si même le souhait de voir le régime iranien tomber après les massacres de janvier qui auraient fait à peu près 30 000 morts parmi les manifestants est assez largement partagé en Iran comme dans d'autres pays, cette guerre est clairement illégale au regard du droit international. Elle est d'abord contraire à la Charte des Nations Unies, qui n'autorise le recours à la force au nom de la légitime défense que dans des circonstances étroitement définies, et en particulier lorsqu'il s'agit de répondre à une agression armée, non pas à une simple menace, mais à une agression armée. Et il faut aussi l'accord du Conseil de sécurité. Alors certes, la menace de la force est illégale, mais il est aussi illégal le fait d'attaquer face à une simple menace. Et comme on le sait par ailleurs, le régime iranien ne constituait pas une menace imminente pour Israël. Un raisonnement équivalent peut être mobilisé pour montrer l'illégalité d'autres opérations militaires analogues. On pense ici à la fameuse guerre de 12 jours menée par les mêmes contre l'Iran en 2025 ou la guerre en Irak en 2023, qui sont intervenues donc en dehors du cadre de la légalité internationale. Alors, il faut peut-être ici insister sur le fait que si certaines interventions peuvent apparaître comme légitimes d'un point de vue politique, par exemple, voire moral, elles peuvent néanmoins rester illégales sur le plan du droit, car elles se fondent sur une interprétation politique extensive de la notion juridique de légitime défense. Mais aussi, on peut penser à l'inverse que d'autres interventions sont illégitimes au plan politique et moral, mais sont tout de même légales. Alors, on peut penser ici à l'intervention américaine en Afghanistan en 2001, par exemple, ou l'intervention française en Libye en 2011, pas que française d'ailleurs, avec d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient fondées sur une décision du Conseil de sécurité. Alors, il y a aussi des violations, bien sûr, du droit dans la guerre, et là, je voudrais illustrer le cas particulier que j'ai travaillé dans cet ouvrage, qui est le cas de Gaza. On a observé dès le début de la campagne militaire israélienne à Gaza, menée là encore au nom de la légitime défense, sans fondement légal clair, compte tenu de la situation d'occupation des territoires palestiniens par Israël, on a observé dès le début une brutalité militaire exceptionnelle. L'ampleur et le caractère répété, voire systématique des atteintes aux civils, la mortalité élevée des enfants, l'affamement de la population, la famine comme arme de guerre, la destruction des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des universités, les formes de déshumanisation des Palestiniens, tout cela illustre des violations multiples du droit international humanitaire. Le chiffrage du nombre de morts à Gaza, direct et indirect, fait encore l'objet, vous savez, de plusieurs études qui toutes convergent vers le constat que les chiffres actuels, c'est-à-dire les chiffres officiels, des morts brutales, on n'a que celles-ci véritablement, qui sont annoncées par l'administration palestinienne et qui aujourd'hui sont de l'ordre de 73 000 morts. En fait, c'est un chiffre non pas surestimé, comme cela a été tant dit notamment dans les espaces publics européens, mais bien sous-estimé de l'ordre de 35 à 40% au moins, puisqu'on ne compte pas ni les corps non retrouvés, que l'on peut, donc on ne peut pas officialiser le décès, ni les morts indirectes, bien sûr, dont certaines estimations
font valoir qu'elle serait bien supérieure au nombre de morts directes. Et d'ailleurs, 2 études publiées en 2025 ont permis de calculer la chute d'espérance de vie dans l'enclave depuis un peu plus de 2 ans. En fait, elle s'est effondrée de l'ordre de 35 ans. Par comparaison, celle de la France entre 1913 et 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, qui a été une boucherie, hein, c'est comme ça qu'on la qualifie aujourd'hui, n'était, entre guillemets, que de 17 ans. Tout ceci indique à la fois le fait que la population gazaouie est très jeune, comme vous le savez, en moyenne, mais aussi parce que ce sont les plus jeunes qui ont payé l'un des plus lourds tributs à cette guerre. Et en fait, tout ceci a conduit un grand nombre d'acteurs, je pense par exemple aux rapporteurs spéciaux de l'ONU, à Francesca Albanese par exemple, à la commission des droits de l'homme de l'ONU, qui est composée d'experts indépendants, dirigée par la magistrate sud-africaine Pillay. Je pense ici bien sûr aux ONG nationales et internationales. En fait, ils ont tous, ces acteurs-là, que j'appelle dans le livre les acteurs de l'incrimination, en se référant aux catégories du droit international pénal, ils ont identifié des crimes. Et ces crimes, ils les ont qualifiés. Ils ont parlé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique, même si, alors, comme on sait, ce n'est pas une catégorie du droit pénal international en tant que tel. En tout cas, il ne fait pas partie de la nomenclature des crimes internationaux. Mais le plus inédit, en quelque sorte, c'est que ces acteurs, accompagnés d'historiens, ont mobilisé très sérieusement la catégorie pénale de crimes de génocide contre Israël. Ça n'est pas tout à fait la première fois qu'on mobilise cette catégorie pour qualifier des crimes commis dans la région. Par exemple, l'Assemblée générale des Nations unies avait ainsi interprété les massacres de Sabra et Shatila, faits, vous savez, commis par des phalanges chrétiennes, mais avec, disons, la bénédiction passive d'Israël. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies a déjà utilisé cette incrimination pour qualifier cet événement. C'est Raphaël Maison, une juriste internationaliste française, qui le rappelle dans un article récent. Mais jamais autant d'acteurs, sur la base d'enquêtes approfondies, ont convergé vers l'usage de cette catégorie de génocide pour qualifier les événements criminels commis à Gaza. Alors, comme pour le droit de la guerre, on retrouve à propos de Gaza des narratifs politiques visant à justifier ces crimes ou à minimiser les dépassements du droit international humanitaire. Et la stratégie discursive consiste à contourner, voire à ignorer délibérément le droit, soit à se fonder sur une réinterprétation de la norme. Et de fait, ces dépassements ont été justifiés ou minimisés sur la base d'une inversion, une triple inversion de valeurs, un triple contournement du droit. La guerre à Gaza a été menée au nom de la paix, au nom d'une paix à rétablir, mais sous la forme d'une punition. Et là, on a vu en fait ressurgir le contre-modèle de la guerre punitive qui revient, qui nous a renvoyé en quelque sorte à une époque pré-moderne de la guerre. Ça consiste en quoi, une guerre punitive? Eh bien, on attaque pour réparer une injustice, mais on ne se contente pas de réparer l'injustice, on fait en sorte d'empêcher toute nouvelle forme d'injustice. Je mets des guillemets à injustice, évidemment, parce que là, on renvoie à un discours politique et qui consiste très souvent à détruire, voire à annihiler l'adversaire. Et c'est bien ce qui s'est passé à Gaza. L'invocation du principe de légitime défense, relevant donc du jus ad bellum, a donné lieu à une justification du dépassement du droit dans la guerre, c'est-à-dire du jus in bello. On a en effet vu une libération d'énergie destructrice qui a foudroyé la population gazaoui, qui a été soumise à un régime de terreur fondé sur la conjugaison d'un côté de la loi du talion, la vengeance, et la loi du plus fort. Et cette guerre punitive a également été justifiée par la lutte antiterroriste. C'est le narratif aussi antiterroriste qui a très largement justifié ces dépassements des normes. Les politiques antiterroristes sont, comme vous le savez, intransigeantes. Et d'autant plus problématique que la distinction entre civils et militaires est
est moins évidente que dans le contexte d'un conflit armé conventionnel. On a ainsi justifié des atteintes massives au droit international humanitaire et laissé agir des soldats qui considéraient l'ensemble de la population palestinienne, notamment les enfants, comme des terroristes à éliminer. Et puis, elle a été menée, cette guerre, au nom de la protection de la démocratie. D'ailleurs, elle a été soutenue de l'extérieur, au nom de la solidarité entre démocraties. Alors, je n'entre pas ici dans le débat sur la qualification d'Israël comme démocratie ou non. Je me contente simplement de rappeler qu'un régime qui se présente comme une démocratie doit savoir, noblesse oblige, s'empêcher. Alors, ces narratifs entrent dans le cadre d'une guerre dite hybride, et plus exactement d'une guerre par le droit, ou ce qu'on appelle couramment le lawfare. On sait que les conflits donnent fréquemment lieu à des usages stratégiques de la norme, à des fins politiques et militaires. Je vais donner une illustration de cette guerre par le droit en me référant très rapidement à une note qui a été publiée par le ministère israélien des Affaires étrangères à l'automne 2023, qui détaille comment l'armée israélienne respecterait le droit international humanitaire à Gaza. En fait, les conseillers juridiques de l'armée ont affirmé qu'ils respectaient le principe de distinction entre militaires et civils, vous savez, qui est normalement interdit de tuer des civils, en justifiant la mort de civils par le fait qu'en tant qu'ils serviraient de bouclier humain au Hamas, ils pourraient être considérés comme des cibles légitimes. Ce qui est intéressant aussi dans cette narration, c'est le projet de coller à la lettre du droit tout en la tordant pour justifier la stratégie militaire développée. Et dans le même texte, l'armée israélienne minimise l'ampleur des victimes civiles. Comme vous savez, le droit international humanitaire peut autoriser à titre exceptionnel la mort d'un petit nombre de civils, disons, au titre de mort collatérale, dès lors que l'avantage militaire est clairement établi. Sauf qu'Israël, dans ce texte dont j'ai parlé, considère que cet avantage militaire ne doit pas être mesuré après chaque fait militaire, par exemple après chaque bombardement, parce que ça permettrait de démontrer l'absence totale de proportionnalité pour certains bombardements, voire pour un grand nombre de bombardements. Quand on, par exemple, assume de tuer 300 civils pour cibler un combattant du Hamas, on est dans une forme de disproportionnalité sans égal. Alors, la manière qui a été choisie a été de diluer en quelque sorte ces bombardements les plus meurtriers dans un chiffre moyen. L'idée étant que l'avantage militaire ne doit pas être considéré bombardement après bombardement, mais après une certaine période de manière globale. Et puis plus largement, Israël cherche à produire un droit nouveau en développant l'idée selon laquelle l'approche classique du DIH, le droit international humanitaire, en fait n'est pas applicable à la réalité israélo-palestinienne et aux singularités de ce qu'il appelle la guerre contre le terrorisme, notamment dans le contexte urbain de Gaza. Vous savez sans doute que des juristes israéliens, des juristes américains travaillent de concert pour développer ce droit qui est en partie une réinterprétation du droit existant, mais qui est aussi en partie un droit alternatif pour faire entrer les particularités de leur manière de combattre dans un cadre juridique. Alors je pourrais développer ces types de violations en donnant l'exemple des violations du droit international des droits de l'homme. Les exemples sont légion dans le monde aujourd'hui. On pourrait reparler de Gaza, bien sûr, on pourrait parler de l'Iran, on pourrait parler d'autres exemples plus proches qui viennent immédiatement à l'esprit, d'atteintes, de violations caractérisées aux droits humains. Je citerai juste un cas sur lequel j'ai travaillé par ailleurs, qui est celui des Ouïghours en Chine. Comme vous le savez peut-être, selon des sources multiples et concordantes, la population ouïghour subit depuis plusieurs années des persécutions massives et systématiques dans la région ouïghour, en République populaire de Chine. Ces violences qui sont perpétrées à l'encontre des Ouïghours, mais aussi d'autres minorités de confession musulmane, très souvent, et de langue turque ou turcique, en fait, sont diverses. Il y a des internements de masse dans des camps de nature et de dénominations différentes qui visent à la rééducation. Il y a des transferts de main-d'œuvre, des transferts contraints de main-d'œuvre ouïghours en Chine intérieure pour du travail forcé. Il y a même des transferts forcés d'enfants ouïghours dans un vaste réseau d'orphelinats et de pensionnats.
des mariages forcés entre Han et Ouïghours, il y a des destructions de lieux culturels et cultuels, incarcération et assassinat d'intellectuels, actes de torture, violences psychologiques, stérilisation forcée des femmes ouïghours en âge de procréer. Alors il se trouve qu'un tribunal d'opinion, c'est-à-dire un tribunal extrajudiciaire, vous savez, qui dans la lignée du fameux tribunal Russell sur le Vietnam ou du tribunal Russell sur la Palestine, puisqu'il en existe plusieurs, des tribunaux d'opinion s'agissant de la Palestine. Un tribunal d'opinion, donc, dirigé par un magistrat britannique, Sir Geoffrey Nice, a établi en 2021, à Londres, au-delà de tout doute raisonnable, que des actes de torture sont commis contre les Ouïghours, mais aussi des crimes contre l'humanité, et, ajoute-t-il, le crime de génocide. Il a fondé cette argumentation du crime de génocide en se basant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la même qui a été utilisée pour expliquer qu'il y a génocide à Gaza, au motif que dans la région ouïghour, des politiques d'assimilation et de rééducation des populations ouïghours voisinent avec des politiques de destruction. Et parmi les différents critères qui expliquent, qui permet de prouver le génocide, le tribunal d'opinion retient essentiellement la stérilisation forcée des femmes ouïghours et l'intention de détruire le groupe en tout ou partie. Pourquoi ce critère de la stérilisation forcée des femmes ouïghours justifie l'usage du terme de génocide? Eh bien, c'est parce que dans la Convention de 1948, si l'on arrive à prouver que des mesures sont mises en place qui visent à entraver les naissances au sein du groupe et que l'on peut l'articuler à des sources, des textes, des discours, par exemple, qui montrent qu'il y a une intention de détruire toute partie du groupe, alors on peut conclure à un génocide. Et comme Israël à Gaza, la Chine déploie une stratégie de négation ou de minimisation de ces crimes qui vise à invisibiliser ou empêcher toute critique, voire toute poursuite. Et puis je pourrais donner enfin l'exemple du droit pénal international qui est justement conçu pour punir les crimes internationaux, où l'on voit qu'il est très largement sous-dimensionné, voire inefficace. Le rendement de la Cour pénale internationale qui est censé justement juger des criminels auteurs de crimes internationaux est assez décevant. Et comme vous le savez, depuis que Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont été l'objet de mandats d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale, les États-Unis et Israël n'ont cessé de faire pression, voire de sanctionner les juges et le procureur depuis la mise en cause donc, de ces dirigeants israéliens, et donc ils affaiblissent évidemment la capacité de cette Cour à rendre le droit. Alors, ajoutons, tant qu'on y est, à ce tableau apocalyptique de violation majeure du droit, le fait qu'un peu partout dans le monde, il me semble, ce sont des standards particuliers qui l'emportent à chaque fois, des doubles, triples, quadruples standards en fonction des contextes. L'Union européenne, par exemple, défend ardemment le droit à l'autodétermination des Ukrainiens. En tout cas, si ça n'est pas le droit à l'autodétermination qui en bénéficie, au moins, disons, et c'est bien normal d'ailleurs, le droit des Ukrainiens à conserver les frontières qui sont les leurs, mais elle refuse aux Palestiniens, abandonnés à leur sort, le même droit. L'Afrique du Sud porte plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, mais dans le passé a protégé Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan, de la Cour pénale internationale qu'il avait pourtant inculpé pour génocide au Darfour. Précisons donc que ces violations ne sont pas ni le fait exclusif des pays occidentaux, ni le fait exclusif des grandes puissances impérialistes, ou le fait exclusif d'un club restreint de prédateurs. Admettons que le jeu des transgressions, de la transgression du droit international, est un jeu globalisé, que les grandes puissances rivalisent d'inventivité dans leur dépassement du droit, mais que les pays de taille moyenne ou petite s'alignent ou se désalignent en fonction de leurs intérêts stratégiques ou commerciaux, de long terme ou du moment, et se prêtent à tous les marchandages avec leurs adversaires et leurs protecteurs, si bien qu'aucun pays ne peut, sans être immédiatement contesté, se parer des vertus du droit international.
Tout ceci doit être souligné avec une conséquence dont nous ne mesurons pas encore l'importance, c'est l'abaissement tendanciel des normes d'intolérance vis-à-vis de ces violations, qui conduit certains pays, pourtant attachés aux normes internationales, à justifier de plus en plus fréquemment ces violations injustifiables. Alors le tableau est particulièrement sombre. Il convient pourtant de le relativiser. D'abord, ne tombons pas dans le piège du présentisme ou du déclinisme. L'histoire des violations du droit international est aussi longue que l'histoire du droit international lui-même. Imaginez-vous en 1914 ou en 1939, à l'aube d'une guerre qui s'avance inéluctablement et qu'aucune règle collective ne peut freiner. Et puis de même, les usages stratégiques du droit ne sont pas nouveaux. Ajoutons qu'il est le droit international, surtout celui qui traite de la paix et de la guerre, même si on peut repérer des jeunesses très anciennes, admettons quand même qu'il est assez jeune. Le premier tribunal international pour juger des criminels, c'est 1945. Enfin, c'est l'après-guerre. La CPI, la Cour pénale internationale, elle est plus jeune que beaucoup d'entre vous. Elle n'a que 25 ans. Je dirais que le droit international, il est plus jeune que mourant. Même s'il faut reconnaître à ceux qui critiquent son impuissance qu'il n'a jamais été très vivant. Peut-être ajoutons qu'il est de constitution fragile, ce droit international, pour plusieurs raisons. D'abord, il ne relève pas de l'action, de l'exécution, si vous voulez, mais bien plus du normatif. C'est du texte, c'est du corpus. Il ne peut rien par lui-même. Il ne peut s'appuyer sur aucune vraie coercition pour imposer ses normes, même si ces normes relèvent de normes impératives, c'est-à-dire sont des normes impératives, s'imposent normalement aux États. Les décisions de la Cour internationale de justice restent souvent lettre morte, car leur application dépend du bon vouloir des États. Et puis le droit international est traversé de contradictions. La Charte des Nations Unies, par exemple, elle consacre le principe de souveraineté des États, leur permettant donc d'être reconnus, de jouir de leur autonomie, mais leur donne du même coup des leviers pour violer d'autres principes du droit international et pour se protéger de toute intrusion de la part de la communauté internationale. Et puis, il faut rappeler que le droit international n'a pas été formé un beau jour à partir d'une page blanche où on aurait réuni les représentants des peuples du monde qui, dans un esprit vertueux, auraient cherché à fixer des règles communes dans un esprit de paix donc, et de concorde universelle. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'est en fait construit et enrichi par à-coup en intégrant des dispositions nouvelles, comme autant de traductions juridiques, de constats empiriques de dépassement des règles coutumières de la guerre. Il s'est donc construit de manière chaotique à partir des constats répétés de violations massives. C'est la raison pour laquelle il est, j'allais dire congénitalement, constitutivement, une matière à la fois, on va y venir, importante, qui produit des effets, mais qui est tout de même de constitution fragile. Alors dans ce contexte, faut-il abandonner le droit international? Faut-il se remettre au latin? Pour reprendre la remarque ironique de l'humoriste français Madénian. En fait, l'idée n'est pas mauvaise, hein. Se remettre au latin peut avoir du sens, mais peut-être pas dans le sens où il l'entend. Il faut aussi rappeler que le latin a servi de langue au droit international pendant des siècles et que certaines notions importantes en latin continuent d'être employées. Le jus ad bellum, on en a parlé, le jus in bello, le jus cogens. Ces normes-là, même ignorées, méprisées, contournées, continuent de faire sens. Alors peut-être faut-il se libérer d'une conception étroitement juridiste ou bien étroitement positiviste du droit international, qui n'évaluerait son efficacité qu'à l'aune des crimes empêchés, du nombre de crimes qu'on peut empêcher, ou à l'aune des procédures judiciaires qui sont intentées pour punir des criminels. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on attend du droit international. On attend d'abord qu'il empêche la commission de crimes internationaux. D'ailleurs, la Convention de 1948, elle a dans son intitulé pas seulement la répression du crime de génocide, mais la prévention. Donc elle est faite pour empêcher la commission du crime. Mais on attend aussi, une fois le crime commis, qu'il puisse aider à punir les coupables. Et il est vrai que si on prend Gaza, par exemple, la justice internationale, à ce jour, n'a pas puni le moindre criminel de guerre à Gaza. Mais si l'on veut bien adopter une perspective un petit peu différente sur le droit international, alors on peut découvrir qu'il n'est pas aussi démuni que cela et qu'il peut même produire de multiples effets vertueux qu'on imagine souvent à peine. Je vais donner quelques exemples ici.
D'abord, les États ne respectent pas toujours le droit international, c'est vrai, mais ils font quand même avec dans toute une série de secteurs. En fait, dans sa diversité, est-ce qu'il ne règle il n'encadre pas seulement la question de la paix et de la guerre, mais aussi, par exemple, du commerce maritime, du commerce en général, et cetera. En fait, il est un rouage essentiel dans le monde globalisé d'aujourd'hui, qui est composé d'États extrêmement interdépendants les uns aux autres, qui sont reliés de façon multiple. Et les normes internationales sont de plus en plus nombreuses. Et elles sont, pour une grande partie d'entre elles, respectées. Et quand elles ne sont pas respectées, elles font l'objet de poursuites, de décisions, de compromis, etc. Au fond, le droit international est consubstantiel à toute forme d'organisation internationale, à toute forme de multilatéralisme. L'ONU, dont on vient de fêter, sans le fêter bien sûr, le 80e anniversaire, est affaibli, mais l'attachement au multilatéralisme reste fort. Deuxième argument, il peut avoir des effets dissuasifs, le droit international, même s'il ne produit pas d'effets nécessairement concrets. Qui sait si les décisions de la CIJ, la Cour internationale de justice, pardon, qui, je la rappelle, a publié des ordonnances pour qu'Israël cesse une partie de ses activités militaires en 2024. Qui sait si ces décisions, qui sait aussi si les mandats d'arrêt de la CPI n'ont pas eu quelques effets dissuasifs, ne serait-ce qu'un jour sur le champ de bataille, en retenant peut-être l'activité mortifère d'un soldat. Peut-être que certains pays n'ont pas apporté un soutien trop bruyant ou trop monétaire à Israël pour ces raisons-là. C'est très difficile à mesurer, bien sûr, parce que ce sont des effets indirects, mais peut-être des effets dissuasifs tout de même existent-ils. Le droit international a des effets, en tout cas, de légitimation, de renforcement de certaines positions politiques courageuses. Les avis de la CIJ, même s'ils n'ont pas été suivis d'effets concrets, ont permis de donner une force juridique à des prises de position politiques. Je pense par exemple à celle courageuse du chef de gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui a décidé de stopper l'importation de produits issus des colonies illégales dans son pays, et d'ordonner récemment la révocation de son ambassadrice en Israël en guise d'opposition à la politique martiale israélienne. Et tout ceci, en fait, est fait au nom du droit international, en référence au droit international, et les décisions ou les avis de la Cour internationale de justice, encore une fois, même si ce n'est pas suivi d'effets concrets, immédiats et général, en fait, sert d'argument à certains types de positionnements. Et puis, il y a des raisons plus pratiques sur lesquelles je m'étends beaucoup dans l'ouvrage, que je voudrais ici évoquer. Lors de la guerre à Gaza, toute une série d'acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure et que j'appelle les acteurs de l'incrimination se sont appuyés sur le droit pour décrire les situations et qualifier les crimes commis, je crois l'avoir rapidement dit tout à l'heure. En fait, le droit apparaît ici comme un instrument critique de connaissance qui est mobilisé par ces experts pour identifier des crimes, qualifier des crimes. Et il s'appuie sur le droit international. On ne parlerait pas de génocide à Gaza si un juriste internationaliste du nom de Raphaël Lemkin, qui était un juif polonais, qui vivait dans la région de Galicie orientale, qui aujourd'hui appartient à l'Ukraine, si Raphaël Lemkin, donc, n'avait pas forgé cette notion de génocide et ne l'avait pas proposé à la communauté internationale. Avant l'adoption en 1948 de cette convention, le droit international ne permettait pas véritablement de poursuivre les auteurs de crimes consistant à détruire impunément, donc, tout ou partie d'un groupe national, culturel ou religieux. On peut désormais traduire pénalement le fait de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs, le fait de tuer des arméniens parce qu'ils sont arméniens, des tutsis parce qu'ils sont tutsis, ou des palestiniens parce qu'ils sont palestiniens. Alors cela n'empêche absolument pas la répétition de crimes génocidaires. Et de fait, la Convention de 1948 n'a pas empêché, par exemple, le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais le droit permet d'inscrire ces faits dans une catégorie pénale générale qui les relie. Et d'ailleurs, la description et la qualification des crimes permis par le corpus juridique dessinent des horizons judiciaires, comme à Gaza. On l'a vu d'ailleurs en Ukraine.
Vous savez qu'en Ukraine, des enquêtes sont menées au plus près des crimes commis pour rassembler des indices, des preuves des crimes commis afin de constituer des dossiers judiciaires. Eh bien, beaucoup de choses sont faites de manière analogue à propos des crimes commis à Gaza par toute une série d'acteurs, notamment des associations, des fondations, des juristes, des magistrats. Leur idée est de constituer des dossiers pour poursuivre des soldats israéliens, par exemple, des soldats binationaux aussi, notamment en Europe, des personnes suspectées de complicité de génocide, voire des dirigeants d'entreprise et des responsables politiques. Il y a déjà deux franco-israéliennes qui font l'objet d'un mandat d'amener de la justice française pour avoir fait obstruction à l'entrée d'aide humanitaire au terminal de Rafah, à Gaza. Donc, le fait de décrire et de qualifier des crimes, voilà, permet ces horizons judiciaires. Donc, si la capacité du droit à stopper ou même à empêcher la commission d'un crime international est assez faible, il conserve une capacité, certes différée, on peut parler ici d'effet latent du droit, de condamnation, de sanction. Même quand l'impunité règne, les auteurs de crimes ne doivent pas oublier qu'ils demeurent justifiables à vie en raison de l'imprescriptibilité des crimes internationaux. Si un ou plusieurs procès débouchent sur la condamnation de criminels, alors les effets sont aussi des effets en termes mémoriels. Plus le droit est mobilisé, plus grandes sont les chances qu'un génocide, par exemple, entre dans la mémoire collective de l'humanité. Et puis, je vais presque terminer par cela, puisque mon temps est évidemment régulé. C'est aussi certainement le droit international, l'une des, voire la seule langue commune à l'humanité. On critique, à raison, son origine occidentale, l'usage qu'en ont fait les États les plus puissants pour protéger leurs intérêts. Il n'en reste pas moins que ce corpus forme le seul livre commun auquel l'humanité tout entière peut se référer. D'ailleurs, le droit international est de plus en plus mobilisé par des États qui ont longtemps été à la périphérie du cœur de l'ordre international, qui ont longtemps été dominés et qui le sont encore aujourd'hui dans une certaine mesure. Mais les États issus de la décolonisation ont été reconnus comme États indépendants parce qu'il y a un droit international. Ils ont adhéré à des conventions internationales, ils se sont impliqués dans le multilatéralisme. La Tunisie, par exemple, est un bel exemple d'un pays qui s'est fait une réputation plutôt positive à l'échelle internationale tout au long de sa participation à l'ONU, aux différentes instances multilatérales. Certains même des États dits du Sud global choisissent aujourd'hui de s'emparer du droit international pour faire avancer la justice, constituer des nouvelles alliances, renforcer leur position. C'est le cas du groupe de La Haye. La Palestine a également fait le choix d'inscrire le droit dans son répertoire d'action pour son combat en devenant État observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies, enfin à l'ONU en 2012, en adhérant au statut de Rome en 2015, le statut de Rome qui est à l'origine de la Cour pénale internationale, et c'est grâce à cette adhésion que la Cour pénale internationale poursuit aujourd'hui 2 dirigeants israéliens, puisqu'Israël ne fait pas partie, elle, du statut de Rome. Nous manquons bien sûr de recul pour affirmer qu'il s'agit d'un tournant déterminant, mais c'est au moins une occasion historique de penser à nouveau frais le droit international. Au fond, c'est une invite à penser le droit international en le désoccidentalisant d'une certaine manière, en le faisant évoluer au contact des réalités contemporaines et des injustices subies par certains peuples. Et puis on peut enfin insister sur les effets de mobilisation populaire que le droit autorise, de l'Ukraine à Gaza, un peu partout dans le monde, la mobilisation de groupes militants, de réseaux d'avocats, de réseaux de juristes, d'ONG de défense des droits humains, de fondations de lutte contre l'impunité, les manifestations les plus populaires dans toute une série de villes dans le monde, pour Gaza par exemple, toutes témoignent de l'attachement renouvelé des sociétés civiles, voire des populations, au droit et à la justice. Et peut-être peut-on également suggérer, comme le faisait une philosophe française, Simone Veil, pas la femme politique, la philosophe, que les êtres humains
ont en partage une appétence pour la justice et que celle-ci, disait-elle, était réelle au fond du cœur des hommes. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de démontrer ceci, mais l'histoire montre que l'humanité, qui n'a cessé d'être violée par des barbaries multiples, l'humanité, jusqu'à aujourd'hui au moins, a survécu à toutes ces abjections. Et si l'esprit de résistance et de justice était finalement plus fort que son contraire, bien, je vois le droit international comme une des formes contemporaines de ce souci de justice, ou plutôt comme une réponse, j'allais dire la réponse la moins mauvaise, un peu comme la démocratie est le moins mauvais des systèmes, le droit international est peut-être la réponse la moins mauvaise, la moins inutile à cette demande de justice qui nous permet de penser à un monde meilleur dans les circonstances actuelles concrètes. Alors voilà, j'ai essayé de démontrer que le droit permettait de produire autre chose que les principales missions pour lesquelles il est établi. Penser avec le droit est certainement un pari, mais je ne vois pas d'autres perspectives. Et si c'est un pari, ce n'est pas un pari nécessairement perdu à moyen et long terme. Plus on s'y réfère, plus on le fait exister. C'est comme une croyance, comme un dogme en quelque sorte, pour reprendre l'expression d'un anthropologue du droit qui s'appelle Alain Supiot. En fait, plus on en parle, plus on le fait exister, plus on organise des conférences comme aujourd'hui, plus on a des chances de le voir s'imposer. À la condition, bien sûr, de ne pas en faire un fétiche qui serait agissant par lui-même. Il n'a pas de pouvoir démiurgique, le droit international. La seule solution, c'est que le plus grand nombre se l'approprie, car il n'est pas seulement une affaire d'État et de dirigeants politiques, ni même, avec tout mon respect, de spécialistes du droit international. C'est aussi l'affaire des peuples. Et l'enjeu, justement, contemporain, l'un des enjeux contemporains, me semble-t-il, c'est d'en faire un levier de pression sur nos dirigeants, un peu partout dans le monde. On peut alors rêver à un monde où le recours à la force deviendrait l'exception, où les principes du droit international humanitaire, par exemple de proportionnalité, le principe d'humanité, c'est quand même très beau que ce principe d'humanité soit un des principes du droit des conflits armés, et bien que ces principes deviennent incontestables, où les normes de droit international seraient sacralisées, où on ferait de la politique à partir du droit et non pas l'inverse. On peut rêver ainsi à un monde où la dissuasion ne serait plus militaire et encore moins nucléaire, mais elle serait de type légal rationnel ou juridique. C'est un objectif, c'est un combat de longue haleine. Le respect du droit international, c'est une potentialité, c'est une promesse, c'est un projet de civilisation jamais tout à fait atteint. J'espère au moins avoir montré que malgré les vicissitudes du monde actuel, sa nécessité demeure. Le droit international nourrit la conviction de sa nécessité tout en illustrant sa désespérante inutilité. Voilà l'ambiguïté dans laquelle nous sommes plongés. Il est donc important de conseiller aux étudiants en droit international de poursuivre dans leur choix, d'inviter tous les étudiants qui ne savent pas quelles études faire, de faire du droit international ou de la sociologie politique du droit, et pourquoi pas de se mettre au latin pour en retrouver les principes fondateurs. Ubi societas ibi jus, là où il y a société, il y a droit. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup, professeur Hortaud, pour votre excellent exposé, dans lequel vous avez démontré les contradictions, mais les insuffisances aussi de l'ordre juridique international à travers les violations, les exemples récents de violations du droit international, notamment en Ukraine et à Gaza, des violations dont l'auteur sont des États, qui sont normalement censés respecter le droit international du fait de leur appartenance donc à ce système international basé sur l'Organisation des Nations Unies, la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force dans son article 2, paragraphe 4, qui met l'accent sur les relations amicales entre les États et qui est également basé sur une utopie, un idéal, l'idéal du vivre ensemble, de réaliser la paix par le droit. Mais comme on le sait également, donc ces normes juridiques qui sont des dispositions légales, des mots, le respect, il est donc le respect, il est dépendant de l'attitude des États. Donc les acteurs du droit sont le respect du droit, il est dépendant des acteurs du droit.
Mais comme vous l'avez également justement démontré, le discours juridique, qui est un discours légal, normatif, n'est pas également, ne doit pas également être analysé ou compris uniquement avec les outils juridiques. Il y a d'autres outils qui interviennent pour expliquer ce qui se passe. Il y a, tout d'abord, il ne faut pas oublier que le droit international, c'est le droit des rapports de force, c'est le droit qui réglemente les relations internationales, qui sont basées notamment sur les rapports de force, et également ne pas perdre de vue cette contradiction, disons, congénitale du droit international, qui est à la fois le droit qui réglemente les rapports de force, mais à la fois c'est un droit qui en lui-même contient plusieurs, disons, utopies ou bien des ambivalences, parce que à la fois le droit international, vous avez évoqué tout à l'heure les normes impératives du droit international. Les normes impératives du droit international, elles sont fondées sur des éléments qui ne sont pas juridiques, extra-juridiques. Ça relève de l'éthique. Donc le droit international, on ne peut pas également l'analyser à la lumière du droit interne, comme le droit civil ou bien le droit. Il y a des ressemblances avec le droit civil dans l'esprit du droit international comme étant un droit volontariste, mais il n'est pas comme le droit fiscal ou bien comme le droit, les différentes branches de droit interne. Donc le droit international, il a ses spécificités parce qu'il y a des éléments sociologiques qui interviennent dans la compréhension du droit international. Il y a une grande école sociologique du droit international qui l'a analyser le droit international avec les outils de la sociologie, parce que le comportement des acteurs, il ne relève pas du droit, de la normativité, mais du comportement. Et là, par la suite, j'aimerais bien, une fois on aura accueilli reçu les questions du public, j'aurai le plaisir de vous poser deux petites questions en relation avec le discours, la pluralité du discours qui intervient dans la compréhension et l'analyse du droit international, mais également dans l'émergence qu'on voit actuellement ou bien la concrétisation d'une notion très importante qu'on retrouve dans le préambule de la Charte des Nations Unies, qui est « Nous, peuple des Nations Unies ». Donc, je vous poserai les questions une fois on aura d'abord reçu les questions du public, parce qu'on veut donner la priorité aux questions du public. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, je vais donc noter, accueillir vos questions. Voilà, donc la parole est à vous. Oui, donc allez-y. Imen, oui, c'est notre collègue qui est également enseignante de droit international, donc Madame Imen Belhaoui, notre collègue que j'ai bien le plaisir de revoir aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup monsieur le professeur. C'était pour moi en tant qu'enseignante, juriste, je me spécialise en droit international. Précisément, je travaille une thèse sur le recours à la force. Donc cette notion de légitime défense m'impressionne tellement. Alors toutes les nouvelles formes de recours à la force aujourd'hui, si on peut les appeler comme ça, se basent sur cette notion, sur ce que vous avez appelé, et j'ai aimé ça, une interprétation politique extensive de la notion de légitime défense. Malgré que la Cour internationale de justice n'a pas reconnu ni la légitime défense préventive, la légitime défense préemptive, et donc ce sont des notions, donc la vie du mur et beaucoup d'autres affaires bien évidemment devant la Cour, elle n'a pas reconnu cette notion. Donc ça n'existe pas de guerre basée sur la légitime défense préventive, c'est des agressions. Et on sait très bien que l'agression est la forme la plus grave de recours à la force telle que qualifiée par la Cour internationale de justice. Donc ce que vous avez, votre démarche, donc une analyse, comme vous l'avez appelé, sociologique du droit, et comme l'a démontré Fatma tout à l'heure, et cette analyse donc de sciences politiques, elle est très importante et on ne peut pas dissocier droit international de Sciences Po, relations internationales, basées sur les rapports de force.
Euh, on entend aujourd'hui fréquemment parler de, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mort du droit international. Sislim Larmeni, notre professeur, depuis la première guerre contre l'Irak, a publié son article Faut-il rire ou pleurer le droit international? Donc c'était très intéressant. Et donc, je dirais plutôt la mort du Conseil de sécurité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, le mécanisme de la Charte des Nations Unies en matière de recours à la force, c'est-à-dire le chapitre 7, est-ce plutôt ça? Et pour rester sur une note positive, comme vous avez conclu tout à l'heure, peut-être on pourrait s'attendre à une, comme l'a appelé Pierre-Marie Dupuy, depuis la Première Guerre mondiale, il y a suite à la dissolution, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, la dissolution de l'Union soviétique, et on a parlé d'une surchauffe du Conseil de sécurité et tout le système des Nations Unies. Peut-être on pourrait s'attendre à ça, je ne sais pas, un jour ou l'autre, avec suite aux avis de la CIJ et la Cour pénale internationale, donc pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et donc là, peut-être c'est le politique pour le moment qui prévaut sur le juridique, le normatif, le droit international, vu les rapports de force, vu donc on est dans un monde donc qui est malheureusement donc guidé par les rapports de force. Et aujourd'hui, peut-être c'est le plus fort qui domine, mais ça ne va pas durer, j'ai l'impression, en matière de parce que le peuple des Nations Unies, justement, pour revenir par la suite à la question de Fatma, aurait une impression. On sait très bien que le populisme ou la pression politique joue un rôle très important en matière de relations internationales. Donc peut-être ça va donner par la suite donc, un tournant en matière de droit international. En tant que peut-être une analyse sociologique, ça pourrait donner donc une vision future du sort du droit international en la matière. D'accord? Donc merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup, Imen. Donc, oui, on va continuer avec les questions et par la suite, on va donner donc la parole à Monsieur Hurtaud pour répondre. Allez-y, monsieur, vous pouvez. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je remercie, je me présente. Yad Ben Slimane, ancien ambassadeur, actuellement enseignant à l'Académie diplomatique. Voilà, bon, j'ai un commentaire et une question. D'abord, je remercie le CAREP pour l'organisation de cette conférence et aussi vous-même, Madame la professeure, et Monsieur Jérôme Horteau. Donc, voilà, j'ai une question, mais plutôt aussi un commentaire. Alors, depuis l'agression contre l'Iran, on a pratiquement, c'est-à-dire la tâche des juristes internationalistes a été de déceler, de voir les actions des États. Et la plupart des États, notamment au Conseil de sécurité, notamment les États occidentaux, ont évité de qualifier d'agression la guerre actuelle contre l'Iran. Bien évidemment, on sait bien que au sein du Conseil, il y a toujours des équilibres et tout cela, mais quand même, l'affaire prend un tournant un peu sérieux parce que cette question de ne pas qualifier frontalement cette guerre comme un acte d'agression en vertu de la charte est une dérive dangereuse. Et cette dérive dangereuse, c'est-à-dire le fait de ne pas la qualifier, ce fait est saisi en plein vol par certains juristes, notamment de l'État hébreu, qui ont développé depuis les dernières semaines, ou bien qui ont dépoussiéré un concept nouveau. Enfin, il est apparu lors de l'intervention contre la Serbie dans l'affaire du Kosovo en 1999, et on l'a dépoussiéré dernièrement pour le ressusciter. Et c'est ce qu'on appelle illegal but legitimate, c'est-à-dire illégal mais légitime. Et ce concept nouveau, il est actuellement en plein travail. Parce que, bon, je voulais
partir d'un élément que le professeur Ortoul a dit. Il a affirmé, il a dit, à un certain moment dans un passage de votre intervention, vous avez dit qu'il y a une forte coopération entre ceux qui sont boots on the ground, c'est-à-dire les militaires et tout cela, et ceux qui confectionnent les développements juridiques et ainsi de suite. Donc voilà, c'est exactement cela ce qui se passe actuellement. Ça veut dire qu'on prévoit qu'il y a des guerres futures, que les guerres futures prennent une autre tournure, une autre, c'est-à-dire elle est pratiquement en pleine, en phase avec les stratégies futures, en phase avec les convictions futures de faire la guerre pour arriver, pour obtenir des objectifs stratégiques et tout cela. Donc, on prépare le terrain juridique pour justifier ces agressions-là. Pour justifier aussi, comme on dit en anglais, territory grabbing et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est capture de territoire et tout cela. Donc, voilà, je voulais, ma question, donc c'est ma question, est-ce que vous pensez que ce nouveau concept, moi, je ne pense pas qu'il a vraiment un avenir, hein, il sera pratiquement combattu, parce que nous sommes aussi dans une dynamique où les pays du Sud aussi jouent un rôle extrêmement important. Mais faire sortir un concept pareil, dans un contexte pareil, extrêmement dangereux, et il me semble qu'il faut pratiquement qu'il y ait un éveil, qu'il y ait un sursaut de la part des juristes, notamment du Sud, pour combattre bien sûr, en Occident aussi, il y a eu un début de sursaut. C'est un concept qui est actuellement très débattu au milieu des cercles anglo-saxons. J'espère bien qu'il arrive aussi auprès des francophones et ainsi de suite. Mais ce concept n'a pas d'avenir, mais il faudra aussi qu'il soit combattu jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, si le public, je ne sais pas si le public a d'autres questions à poser. Sinon, nous avons des questions qui ont été donc envoyées par les personnes qui assistent, oui, en ligne. Donc, je partage avec vous cet ensemble. Nous avons 5 questions. Donc, la première, sommes-nous dans une logique de dissuasion maîtrisée, ou bien on assiste à une montée progressive, donc vers une escalade? Assiste-t-on à une recomposition durable des équilibres régionaux? Que nous dit la situation actuelle sur l'avenir du monde? Le droit international est-il devenu un instrument de confrontation politique que certains appellent le lawfare? La guerre actuelle à Gaza constitue-t-elle une rupture durable dans l'histoire du droit international? Donc, je vous passe les questions, les voilà. C'est plus facile comme ça pour vous. Donc, si on n'a pas d'autres questions, nous pouvons... ah oui, nous avons 2 autres questions. Allez-y, oui. Bonjour à tous. Merci, merci professeur pour cette conférence. Je suis un étudiant chercheur en droit international public. Je voulais vous poser une petite question. Face à l'incapacité du Conseil de sécurité à agir efficacement dans les crises récentes au Moyen-Orient, on se demande, faut-il repenser en profondeur le modèle actuel du droit international ou simplement reconnaître ses limites structurelles? Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai vu... allez-y, monsieur, allez-y, vous pouvez... Merci à tous. Merci au professeur Ortaud. 2 petites questions. Tout d'abord, quand on parle de droit international, on doit parler des institutions et des mécanismes qui peuvent mettre ce droit marcher sur des pieds sur le terrain. Puisque les institutions qui gardent ou sauvegardent le droit international sont plus ou moins
impuissant maintenant? Peut-on parler d'une efficacité de mettre en place le droit international dans les conflits qu'on vit maintenant? Une deuxième question. Dans l'histoire de l'humanité, toujours on a l'expérience de l'inefficacité et des institutions internationales comme la League of Nations, la Ligue des Nations, dans les années 30, vers l'année 1939, on a célébré la mort du droit international. Est-ce qu'on est encore une fois à un rond-point de mutation internationale en ce qui concerne les relations internationales, où les bâtisseurs de l'ordre mondial se dirigent vers une sorte de multipolarité? Peut-être nous sommes dans les premières phases de cette mutation, où le droit international n'est plus considéré comme une force de mettre cet ordre international en place. Merci. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à professeur Heurtaud pour répondre. Je pense qu'il n'y a plus de questions et nous avons déjà suffisamment de questions pour... voilà. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci pour toutes ces... Ce ne sont pas toutes des questions, hein, ce sont aussi des réflexions et je les prends comme telles. Donc, je ne vais pas répondre comme ça à chaque prise de parole. C'est intéressant aussi que ce soit un échange entre nous. Donc, en tout cas, moi, ces questions me font réfléchir. J'avais envie de réagir en disant plusieurs choses. D'abord, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait aussi dans mon exposé. On oppose politique et droit en regrettant qu'il y ait une si forte politisation du droit, un usage politique du droit, et que le droit, disons, par ses vertus propres, ait autant de difficultés à inspirer, à encadrer l'agir politique. Donc on oppose un peu droit et politique, alors qu'il y a quand même un troisième côté à ce triangle, c'est l'économie, bien sûr. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, monsieur l'ambassadeur, en évoquant comme ça, de manière très rapide dans votre prise de parole, la notion de prédation. Et là, je pense qu'il y a un motif de réflexion collective sur ce rapport très compliqué entre politique, économie et droit. Parce que les intérêts politiques sont aussi en grande partie des intérêts économiques. Mais il me semble que le caractère inédit du monde que nous observons, dans lequel nous sommes actuellement, c'est bien que les activités de prédation économique privée se confondent avec les intérêts politiques et stratégiques même nationaux. Lorsqu'on évoque par exemple l'impérialisme américain, il n'a pas la même nature que dans un passé pas si ancien que ça, parce qu'aujourd'hui cet impérialisme américain, c'est autant, voire c'est presque confondu avec les projets prédateurs de Donald Trump et de sa famille, et des gens qui travaillent avec lui, qui parfois décident de positionnement politique en fonction d'intérêts privés. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'assez nouveau, je crois, en tout cas à cette échelle-là, et je suis pas sûr qu'on en ait tiré toutes les conclusions. Alors, est-ce que c'est une parenthèse propre à l'histoire des États-Unis? C'est possible. Est-ce que c'est un moment de fond? Ça me semble tout aussi probable. Et je n'ai pas le recul pour pouvoir, ni vous d'ailleurs en quelque sorte, on n'a pas vraiment encore le recul pour pouvoir le dire, mais il y a quelque chose là qu'il faut essayer de penser, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une banalisation du droit international pour des intérêts politiques qui, par définition, sont quand même bien compris. C'est-à-dire que vous comprenez bien que même lorsque une opération est illégale, elle a quand même un sens politique, et donc elle reçoit quand même un certain soutien de la part de l'État en question, peut-être de sa population et de certains alliés. Là, c'est très différent quand il s'agit en fait d'arrimer
un rapport au droit à un objectif économique d'ordre privé. C'est tout à fait autre chose. Il faut en tout cas penser les mutations du capitalisme d'aujourd'hui, qui se transforment avec le positionnement stratégique et politique des États, et dont découle un rapport au droit international. Donc c'est un sujet de multiples thèses, à mon avis, mais je crois que c'est comme ça qu'on peut le problématiser. J'ajouterai, Madame, chers collègues, que oui, le Conseil de sécurité, en particulier, et l'ONU en général, doit être repensé. C'est-à-dire que il est fondé sur, enfin, les règles actuelles sont grosso modo fondées sur la base de rapports de force qui sont désormais périmés. Ce sont ceux de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui sont consacrés par les règles actuelles, qui sont donc maintenant anciennes. Et l'ONU s'est imposée dans un contexte où, et les règles du droit international de l'époque se sont imposées dans un contexte où le monde était encore dominé par des empires coloniaux. Donc, nous sommes dans un moment décolonial. Il reste, comme on sait, des espaces colonisés, et on a parlé tout à l'heure de la Palestine, c'est évident, mais disons la part du monde qui est sous occupation illégale ou dans un régime colonial est tout à fait restreinte par rapport à 1945. Donc, bien évidemment que la nécessité est impérieuse de repenser l'ensemble des règles et des institutions du multilatéralisme, et en particulier de l'ONU. Alors, les choses, quand même, ne sont pas figées. Il y a des débats, il y a tout un programme, justement, pour la refonte de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies est beaucoup plus fournie, évidemment, depuis notamment les décolonisations qu'il y a 100 ans, enfin, pas 100 ans, qu'il y a 80 ans, à peu près. C'est même plus que à peu près, c'est 80 ans. Donc là, il y a un contexte historique majeur mais ce qui manque, à mon avis, mais c'est une hypothèse, et j'allais dire, ça concerne surtout les démocraties pluralistes. Mais ce qui manque, c'est un débat dans le cadre national, dans le cadre européen, par exemple, qu'on puisse parler de ces questions internationales, comme on parle comme on parle disons, des réformes économiques, du pouvoir d'achat, de l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire que le droit international doit faire, par effraction, si nécessaire, doit s'imposer dans le débat politique national, de manière à pouvoir peser, que les populations puissent peser par la voie électorale, notamment, par la voie de la critique, par la voie de la manifestation, sur les grandes décisions prises par leurs représentants. Et si l'ensemble des pays du monde, je rêve un peu, voit le droit international devenir un objet politique, c'est-à-dire un objet de débat public, alors on a toutes les chances de pouvoir faire avancer les choses. Tant que ça reste du marchandage, des rapports de force entre États, dans le cadre de grandes réunions internationales, en fait, qui restent le fait de certaines élites, qui sont scrutées par les juristes internationaux, qui font un travail formidable, et il faut les remercier pour cela, mais qui ne passent jamais dans l'espace public, alors c'est fichu d'avance, ça ne pourra pas du tout évoluer. Par exemple, les États dits du Sud ne réussiront pas tout seuls à être plus, disons, considérés dans le Conseil de sécurité, par exemple, ou dans une forme repensée du Conseil de sécurité, si les États dits du Nord ne sont pas poussés par leur propre population à agir en ce sens. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Donc là, ça ouvre une possibilité évidemment énorme partout où le droit national suscite l'attention des peuples. Et quand même, il y a un effet Gaza, j'allais dire, il y a un moment Gaza dans les sociétés, notamment en Europe. C'est un moment Gaza avec sa face terrible, d'une acceptation
d'une indifférence pour les victimes, d'une justification du crime commis, souvent en notre nom, d'Européens, d'Occidental, de civilisés, pour reprendre les catégories qui ont eu cours dans le débat public. Donc mais il y a une face, j'allais dire, et pardon de le dire comme ça, mais il y a une face, non pas positive bien sûr, mais il y a une face qui nous rend plus optimistes de ce moment en Gaza, c'est qu'en fait, la politique étrangère, la politique internationale, a quitté la sphère du consensus mou, est entrée dans le débat public, a fait l'objet de dissensus. Il y a des forces politiques qui se sont positionnées pour et contre. Et donc là, il y a un moment, en fait, particulièrement favorable à ce que la politique internationale, et donc le droit international, entre dans le débat public, au point d'être peut-être déterminant lors d'élections nationales. Je rêve un peu, hein, j'en ai conscience, je suis pas complètement irréaliste, mais c'est quand même un moment particulier qui nourrit quelques espoirs. Et puis quant à... il y a beaucoup d'interventions, hein, quant à cette notion de guerre ou d'intervention illégale mais légitime, donc il y a effectivement des interventions illégales au regard du droit international, mais quand même qui trouvent une certaine légitimité auprès d'un certain nombre de gens. Il y a des décisions qui sont au contraire légales, mais qui peuvent être considérées comme illégitimes pour un certain nombre de gens. Il y a des interventions qui sont ni légales ni légitimes. Il y a des interventions qui sont légales et légitimes, ça arrive, c'est rare. Ce qui est certain, c'est que bien sûr, les juristes doivent et s'en emparent de ces questions. Je parle un peu dans l'ouvrage par exemple, du réseau Law for Palestine, qui est un réseau de juristes internationalistes de tout pays. Il y a des Palestiniens, il y a des Européens, il y a des gens de tout pays. Et ils font un travail considérable où, en fait, ils analysent, ils scrutent toutes les décisions de droit international qui concernent la Palestine. Ils proposent des solutions, ils font du plaidoyer, ils participent même, il me semble, à des actions judiciaires en collaboration avec des ONG palestiniennes. Ils analysent la situation à Gaza et ailleurs, dans tous les territoires palestiniens occupés, au regard du droit international. Donc, eux, ils se mobilisent et ils essaient d'enrôler au-delà, justement, de la simple communauté universitaire ou juridique. Et c'est vrai que là, il faut parvenir à enrôler un maximum de gens. Par exemple, sur les actions judiciaires qui sont déjà en cours concernant des soldats israéliens, alors il y a très peu de procédures judiciaires en cours. Mais il y a des associations qui se mobilisent pour. Par exemple, il y a la fameuse fondation Inrajab, du nom de cette malheureuse fillette palestinienne assassinée le 30 janvier, je crois, 2024 à Gaza, et qui a donné lieu à, vous savez, à une chanson, à un film récemment. Cette fondation se propose de poursuivre des criminels de guerre et a d'ores et déjà constitué au moins 1 millier de dossiers personnels de soldats israéliens qui ont été adressés à la Cour pénale internationale sous la forme de communication et qui sont aussi adressés lorsque ces auteurs donc présumés de crimes circulent en Europe ou ailleurs à des juridictions nationales qui peuvent les poursuivre, soit parce que c'est des binationaux, soit au titre de la compétence universelle des juridictions nationales, des tribunaux nationaux. Par exemple, en Belgique, où c'est plus facile qu'en France, par exemple. Et donc, il y a déjà des procédures, et ça indique quoi? Ça dit que le projet de justice, la volonté de punir et d'empêcher d'éventuelles répliques, c'est une préoccupation collective. Ce n'est pas seulement le fait de professionnels. Et là, il y a une piste, évidemment, à ouvrir. Nous jugeons en France, après les avoir protégés pendant longtemps, des auteurs de crimes commis au moment du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a chaque année 1-2 procès de génocidaires Hutus, même en France, plus de 30 ans après la commission des crimes. Et c'est grâce à qui?
c'est pas grâce à la justice. C'est pas grâce au gouvernement, au ministère de la Justice, c'est grâce à la société civile qui s'est mobilisée et qui a déposé des dossiers, qui a tout fait pour qu'il y ait une ouverture d'enquête, etc. Et donc sans la société civile organisée, sans la population dans sa globalité, il ne se passera pas grand-chose à mon avis. Mais par contre, si celle-ci est mobilisée, alors ça ouvre des perspectives intéressantes. Bon, et alors sur les questions qui nous sont arrivées en ligne, c'est des questions très générales, peut-être que j'ai un petit peu déjà répondu indirectement. Est-ce que je répondrai surtout à celle-ci, la guerre actuelle à Gaza constitue-t-elle une rupture durable dans l'histoire du droit international? Je ne sais pas, parce que le recul manque, mais encore une fois, je pense qu'il y a un moment Gaza, à travers ses différents effets et résonances dans les pays concernés par le conflit asymétrique israélo-palestinien. Je prends l'exemple de la France. En France, par exemple, le 7 octobre 2023, puis l'action militaire israélienne qui a suivi jusqu'au cessez-le-feu et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, l'écrasement de Gaza continue sous d'autres formes. Les conditions d'existence restent extrêmement dégradées, donc il y a des morts indirectes à venir et, qui aggravent le bilan humain. Et puis il y a encore des bombardements, même s'ils sont moins fournis qu'auparavant. Et bien cette guerre à Gaza, que je me permets de qualifier de guerre contre Gaza, a produit beaucoup d'effets en France. Alors, vous savez peut-être que dans le débat public, on a dit, mais c'est l'extrême gauche qui importe le débat, le conflit en France. C'est pas du tout. En fait, le conflit, il imprègne la société française depuis toujours, pour des raisons qui s'expliquent assez bien. Et donc ces effets sont nombreux en France, mais j'allais dire dans d'autres pays européens, hein, mais notamment en France, depuis toujours. Donc dès qu'il y a une crise, si vous voulez, dans le cadre de ce conflit, il y a des effets en France. Et là, il me semble que les résonances sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Donc là, il y a un tournant de ce point de vue-là. Et ce tournant consiste en le fait que ça a donné lieu à toute une série de phénomènes qu'on ne percevait pas comme aussi problématiques avant et qui étaient certainement moins massifs. Par exemple, on a vu dans les discours publics une banalisation du droit international, y compris par les représentants du gouvernement, qui par exemple ont attaqué Francesca Albanese récemment en reprenant le narratif d'un Donald Trump. Mais c'est pas Donald Trump, c'est le ministre des Affaires étrangères de France, qui reprend en fait les mêmes arguments contre Francesca Albanese. On a vu aussi des critiques se multiplier contre les ONG, accusées d'impartialité, d'idéologie presque. On voit émerger toute une série de débats donc contre le multilatéralisme, le droit international. Et puis il y a même, et c'est peut-être un peu plus insidieux, c'est peut-être moins visible, notamment de la part du grand public, mais je suis bien placé pour le savoir étant moi-même universitaire, c'est qu'on porte atteinte aux libertés académiques, alors de manière peu spectaculaire si on compare à d'autres contextes, bien sûr, mais tout de même tout aussi problématique, en par exemple imposant, comme c'est le projet actuel du gouvernement et d'une députée de la majorité, empêcher toute forme de critique du sionisme sous couvert de lutter contre l'antisémitisme. On a donc des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté académique qui voilà, se multiplient et qui grignotent progressivement notre contrat social, notre contrat d'expression libre, si vous voulez, qui est quand même une des caractéristiques de la démocratie et de l'état de droit. Et donc tout cela suscite les oppositions, les résistances d'un certain nombre d'universitaires, d'acteurs, du monde syndical, associatif, etc., pour éviter que ces lois passent. Donc il y a un combat. Et ça, je pense que c'est quand même, c'est pas né avec Gaza du tout, mais ça a pris des formes plus accentuées, plus problématiques depuis 2023, je crois, en France. Et je n'ai pas parlé ici des poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme contre certains syndicalistes, certains chercheurs, pour juste avoir pris
des positions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous remercie, professeur Hurtaud, pour vos réponses. Là, en tant qu'internationaliste, je pense que j'ai quelques observations à formuler. Je me dois de les faire. En fait, je vous remercie pour tous les développements que vous avez donc évoqués. Et je tiens à dire que le constat actuel qui consiste à dire que le droit international n'existe pas ou n'existe plus, ou bien que le droit international est mort, il a disparu, je pense qu'il faut les relativiser. Pourquoi? Parce que ce sont des constats qui reposent sur une vision idéalisée et du droit et des relations internationales. Donc, certaines personnes pensent que l'existence du droit, à elle seule, le simple fait d'avoir des normes juridiques, devrait empêcher l'existence de conflits. Or, le droit comme instrument de régulation, il ne peut pas donc empêcher les acteurs de violer le droit. Or, l'existence même du droit, la violation même du droit ne signifie pas exactement son absence. La simple violation d'une règle juridique n'est pas synonyme de son absence ou bien de sa disparition. Donc, même si on viole le droit, il continue d'exister. Et la preuve palpable dans le cas de Gaza, c'est le fait de considérer tous les faits qui ont eu lieu, tous les crimes qui ont été perpétrés à Gaza comme étant un génocide, et le fait également de considérer les auteurs de ces crimes odieux comme des criminels de guerre. Et c'est là l'utilité du droit, c'est qu'il peut intervenir a posteriori, après la survenue des faits, pour les qualifier et pour donner des conséquences juridiques par rapport aux actes. Ce que je pense qu'il y a deux éléments très importants dans cette dynamique que nous vivons actuellement avec ce génocide qui est donc que nous avons observé en temps réel à Gaza. Il y a deux éléments très importants, je trouve. C'est d'abord cette pas émergence, mais cette la coexistence en même temps de deux discours antagoniques. Un discours juridique et à la fois un discours qui prête son vocabulaire et son fondement dans la pensée religieuse. Et c'est là toute la gravité de la chose, je pense, parce que le droit, c'est un ensemble de normes abstraites qui ne prend pas en considération donc les convictions des personnes qui a normalement vocation de réglementer de façon objective les relations entre les personnes. Or, ce qui est marquant dans l'exemple de Gaza, c'est qu'il y a un discours juridique, mais en même temps, nous avons un discours un peu moyenâgeux qui consiste à considérer les ennemis comme les enfants de c'est la guerre des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, etc. Donc, il y a également, et c'est ce qui est vraiment dangereux pour le développement du droit international, c'est cette donc émergence et l'intrusion du discours religieux dans le discours juridique. Et d'un autre, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui est vraiment marquant, le moment que nous vivons actuellement, il est marquant grâce à cette émergence des nouveaux centres, disons, du développement, mais de soutien au droit international, à savoir les populations, parce que là, les populations, nous avons vu les manifestations dans la rue et tous ces mouvements de soutien, donc, pour la cause palestinienne, et c'est le renouveau de ces mouvements de décolonisation, donc le droit international, ce que je trouve important dans le moment actuel que nous vivons, c'est que le droit international est devenu une demande populaire. Donc le droit international n'est plus un discours politique ou bien un discours diplomatique qu'on utilise dans les couloirs des institutions internationales. Le droit international, aujourd'hui, il se vit hors les murs des institutions. On le vit dans les rues et c'est une demande populaire et c'est à ce moment, et je pense que c'est ce qui va faire que le développement futur du droit international, si on pense à reformuler les institutions internationales, il est
fort probable que ce soit plus démocratique dans le cadre d'un respect de toutes les nations, des populations, parce que c'est en voyant les mouvements de foule, moi je me dis, c'est ça les peuples des Nations Unies. Ce sont les peuples qui revendiquent l'application du droit international. Et d'un autre côté, donc comme vous l'avez justement à juste titre soulevé, il y a le basculement du développement du droit international vers les pays du Sud. Donc c'est une appropriation du droit international. Nous avons vu que le recours qui a été formulé devant la Cour internationale de justice, il a été fait par l'Afrique du Sud. Et ce sont les pays du Sud global qui ont rejoint l'Afrique du Sud. Donc c'est un mouvement, donc c'est à double sens. Et c'est ce que je pense qui est vraiment très important et vraiment magnifique actuellement, c'est que le droit international il est devenu une demande populaire, une revendication populaire des peuples du monde entier, et que le droit international, bien qu'il ait été créé, confectionné dans le Nord global, il est actuellement donc revendiqué, approprié par le Sud global, contrairement à ce qui devrait l'être. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur Horto, donc pour votre conférence et pour les réponses que vous avez donc donné au public. Je remercie le public également de nous avoir donc d'avoir partagé cet après-midi avec nous. Je vous remercie tous et toutes et à très bientôt. Au revoir.